what makes me special? I'm a queer. And I'm a... Bonsoir et bienvenue dans cette émission en direct. Merci aux personnes qui m'ont corrigé en disant qu'en français on ne dit pas un live, on dit en direct. Donc je suis toujours preneur de vos corrections et suggestions. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue dans cette émission qui me semble tomber à point nommé précisément pour essayer de continuer à faire cas de ce que le réel nous présente. Je salue en particulier tous les membres des différents services qui vont forcément écouter cette émission. Il y a des gens, vous savez, qui sont au service de l'État pour surveiller un peu ce qu'il pourrait se passer d'ennuyeux ou de menaçant. Puisque je vais parler de l'affaire Epstein, il y a forcément le Mossad qui est avec nous. Salut le Mossad. Et puis, en peut-être vous invitant, vous qui travaillez pour l'État, à vous poser la question au service de qui êtes-vous ou au service de qui aimeriez-vous être ? Parce que nous allons voir au cours de cette émission qu'il y a énormément de compromissions et probablement de criminalité dans les plus hautes sphères de l'État. Et donc, j'imagine, je ne suis pas fonctionnaire moi-même, ça n'est pas une inclinaison que j'ai, mais que quand on consacre sa vie à servir un État, peut-être qu'à un moment donné se pose quand même aussi la question de savoir exactement ce qu'on sert. Et peut-être d'essayer d'être lucide par rapport à ça, mais je ne ferai pas l'injure aux policiers et aux membres des services de renseignement quant à la lucidité. Ils sont infiniment plus lucides que chacun d'entre nous, mais parfois effectivement pris dans des positions un petit peu difficiles. Ce d'autant plus que la France a basculé dans une franche tyrannie. On est actuellement sous une dictature, vous savez qu'il n'y a plus de gouvernement, mais de toute manière la séparation des pouvoirs n'est plus assurée. Et puis on voit effectivement que quand un problème se pose, comme celui qu'a apporté Natacha Ray, c'est-à-dire qui a soulevé tout un ensemble de questions quant à l'identité de Brigitte Macron, mais après un travail d'investigation extrêmement diligent, repris ensuite par Xavier Poussard et d'autres, repris actuellement par Candace Owens, eh bien, au lieu de répondre à cette situation comme il serait naturel de le faire, c'est-à-dire que des journalistes enquêtent, et le cas échéant, si Madame Macron ou Monsieur Macron se sentent offensés, de saisir la justice au bon endroit, eh bien on voit que ça n'est absolument pas ce qui se déroule et qu'il y a plein de moyens dévoyés. On sait que les plaintes qui visent Natacha Ray et Amandine Roy n'ont rien à voir avec le cœur de ce qu'elles avancent, c'est vraiment des subterfuges pour obtenir une condamnation et, si possible, disqualifier ces personnes de ce fait. Et puis il y a aussi tout un travail, mais vraiment dégueulasse, j'assume mes mots, de harcèlement, notamment par rapport à Natacha Ray. Alors évidemment que le sujet que je me propose d'élaborer ce soir est particulièrement casse-gueule, mais bon, vous savez que ça ne me fait pas plus peur que cela, mais également parce que, avec l'expérience qui est la mienne à ce stade de ma vie, je me sens à l'aise de pouvoir aborder des sujets compliqués et en veillant vraiment à faire des liens, parce que c'est ce que font les anthropologues, d'où le titre « Vivons-nous dans un pédo-world » et vous avez pu voir sur l'image de titre de cette émission qu'il y a tout un ensemble de personnalités. Et puis j'ai posé la question moi-même, ces liens existent-ils? Peut-être, peut-être pas, c'est ce que je vais m'attacher à montrer au cours de cette émission, mais en veillant à éviter un écueil qui est celui des amalgames. Qu'est-ce que c'est un amalgame? C'est quand vous prenez deux éléments de réalité séparés et que vous les agglomérez. Alors il y a un très bon exemple suite à la cérémonie désastreuse des Jeux Olympiques, c'est par exemple le fait de dire tous ceux qui ont vu qu'il y avait quelque chose de problématique dans cette cérémonie sont des fachos,
ou sont des puritains. Tiens, on m'a traité de puritain récemment, mais quelqu'un de très courtois, donc j'ai trouvé ça amusant et je lui ai répondu. Il dit, ah, ben on voit enfin qui vous êtes un chrétien puritain. Alors j'ai été traité de pas mal de choses depuis le début de cette affaire. Ma dernière trouvaille, c'est le chrétien puritain. Je m'y attendais pas, ça correspond pas tout à fait à ma nature si vous aviez accès à ma vie intime telle qu'elle a été au long de ma vie, mais peu importe. Toujours est-il que cela illustre à quel point il est difficile d'aborder une réalité sans avoir une perception qui est conditionnée par les filtres que nous avons. Alors la question du christianisme, j'y reviendrai dans des émissions futures parce que c'est un sujet très important pour l'Europe et je crois que c'est évidemment une tradition qui, comme toutes les traditions, a eu des excellents côtés et des très mauvais côtés, il n'y a pas de doute à ce sujet, mais que l'image qu'on en a aujourd'hui et cette espèce de guerre contre notre propre tradition est au fond assez coûteuse. Donc j'aborderai ce sujet, mais je me permets de redire, je cherche à toujours être dans une position de non-partisan et au fond de neutralité. Pourquoi ? Parce que ce qui m'importe, ce sont les processus. Et j'ai pu dire, par exemple, par rapport à cette cérémonie, que si on avait attaqué l'islam, si on avait attaqué le judaïsme, si on avait attaqué la cause homosexuelle, imaginez une cérémonie d'ouverture dans un pays autre, où on montre de manière grotesque des personnes efféminées censées représenter l'homosexuel moyen. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aurait eu de quoi s'indigner. Et donc mon indignation ne dépend pas du sujet que l'on aborde, elle dépend du procédé dans lequel on est. Et donc aujourd'hui, je vais aborder plein de sujets qui sont compliqués autour de la pédophilie. Alors on me dit des fois, il ne faut pas dire pédophilie, il faut parler de pédocriminalité. Mais la langue est la langue. La zoophilie, ça ne veut pas dire qu'on aime les animaux. La nécrophilie, ça ne veut pas dire qu'on aime les cadavres. Ça parle de sexualité dans le dictionnaire en Occident. Donc je vais parler de pédophilie, de pédocriminalité, de pédosatanisme, de systèmes de chantage organisé autour de l'exploitation sexuelle des enfants, mais en veillant à faire des liens lorsque cela me semble s'imposer, mais tout en évitant précisément les amalgames qui, eux, sont toujours compliqués. Et dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il y a comme ça plusieurs thèmes qui se rencontrent. Et puis, c'est aussi mon travail d'anthropologue, c'est de respecter ce principe fondamental qui est que pour nous, tout est langage. C'est une phrase qui vient de la psychanalyse de Françoise Dolto, mais tout parle. Et donc, quand il y a quelque chose, comme un événement télévisuel, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça parle. Et ça parle d'une manière qu'il faut savoir entendre et voir. Alors, le point de départ, et je vais revenir sur cette cérémonie, je m'excuse pour ceux qui en ont déjà assez, mais je crois que c'est important parce qu'il faut repérer les motifs. Et ce que nous allons voir quand nous irons dans le domaine de la pédophilie et de la pédocriminalité, c'est quelque chose qui se laisse aussi voir dans cette cérémonie, c'est pour ça que ça m'a tellement tenu à cœur d'en parler, et notamment parce que le langage de la perversité, c'est de vous dire que vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Kenneth Owens, à qui je me référerai à nouveau un certain nombre de fois, l'a résumé ainsi. Nous en sommes arrivés à un point dans l'humanité où les gouvernements et les médias nous demandent de ne plus croire ce que nos yeux voient. On est censé ne pas voir, ne pas comprendre. Alors, par exemple, Dieu sait si ça a fait du foin, mais on sait qu'il y a eu, bien sûr, une représentation de la scène qui correspond au dernier repas du Dieu incarné dans la tradition chrétienne. Qu'on y croit ou pas, ça n'a aucune importance, mais c'est une représentation sacrée pour ce courant-là. Et l'actrice principale, Madame Barbara Butch, l'a elle-même posté dans un tweet « Yes, oh yes, the New Gay Testament ». Donc c'est une évidence. Mais voilà-t-il pas qu'on nous a fait croire que « Mais non, pas du tout, qu'allez-vous imaginer là ?» Bon, on nous avait déjà fait le coup avec le fameux sapin de Noël de la place Vendôme, souvenez-vous, un sextoy plug anal vert gigantesque. Ah ben non, c'est pas du tout un sextoy, c'est un sapin de Noël. Et si ça se trouve, que vous devez avoir l'esprit tordu pour imaginer qu'il puisse s'agir d'un sextoy. Et d'ailleurs, comment savez-vous que les sextoys existent? Mais vous voyez le degré de foutage de gueule, mais surtout d'inversion. On voit ce qu'on voit, mais on nous dit non.
On se souvient aussi de ce tableau très problématique exposé au Palais de Tokyo qui représentait une fellation faite à un homme adulte par un enfant avec les mains ligotées derrière le dos. Et ben on nous a bien expliqué que c'était pas du tout ce qu'on voyait, hein, ça n'est pas ça. Et donc il y a vraiment ce thème, ce que vous ne voyez il n'est pas autorisé de reconnaître que c'est le réel. Et puis, M. Watson, c'est un pseudonyme, mais c'est un psychologue qui connaît très très bien la manipulation perverse. Lui relève à juste titre, vous voyez, alors il le dit d'une manière un peu cavalière, mais les gueux d'extrême droite, en fait, c'était même pas ce que tout le monde a vu dans le monde entier, c'était en fait des références que les non-gueux avaient vues tout de suite. Eux qui sont intelligents. Et ça, c'est la double peine classique de la perception. Non seulement ce que vous voyez est choquant, mais en plus, on vous fait douter et on vous agresse d'avoir vu ce que vous avez vu. Alors Raphaël Enthoven, qui lui est un vrai pervers à mes yeux et donc ne s'embarrasse pas de ce genre de précautions, bah lui, il prend pas des périphrases. Moi j'ai tout aimé, l'explosion tricolore, les blasphèmes en bataille, la scène en hockey bien sûr, Marie-Antoinette et Tété, etc., etc., etc. Et donc là nous sommes vraiment dans le cœur du sujet, hein, c'est-à-dire cette ingénierie sociale qui, alors même que vous voyez ce qui est, va venir vous agresser du fait de l'avoir vu, mais également de dire que c'est ce que vous avez vu. Donc le langage de la perversité, c'est cette dénégation du réel, et puis le langage de l'ingénierie sociale, tous ces ensembles de procédés qui sont utilisés pour rendre le plus confuse possible une société donnée, eh bien c'est que vous devez voir ce que tout le monde a vu. Non seulement vous ne devez pas avoir confiance en ce que vous voyez, mais vous devez croire comme tout le monde. Et là, Candace Owens a donné un retour sur une expérience célèbre de la CIA, qui est très impressionnante. C'est vraiment du conformisme, hein, c'est une soumission à la conformité sociale. Je vous passe ce petit extrait sous-titré en français. CIA, back in the day, did this experiment where they placed 18 people in a room. 17 of those people were actually CIA agents, and one of them was just an unwitting member of the public. So imagine they pick you, you think that you're going into a room with 17 other people who are from the street just like you, but in reality, those 17 other people are agents, and they are conducting an experiment on you. So the person that was running the experiment showed every single person in the room a picture of a triangle. It was very clearly a picture of a triangle, and he asked every person in the room to simply state what they saw on the picture. Well, despite it clearly being a triangle, all of the agents were instructed to say square. So imagine you're in this room with 70 other people, you think that you're all off the side of the street, and they start going around, and everyone says, "Oh, what is that? A square. A square. What do you see? A square. A square. A square. A square." Well, by the time it gets to you, and you're the 18th person, you're going, "Oh, am I crazy? I see a triangle." And guess what that 18th person said? Well, they said square, because they didn't want to be the crazy person in the room. Really think about the implications of that experiment. That is exactly how the media works. They are the agents in the room that are repeating square, 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 until you're supposed to just completely abandon reason and just join them and say, totally, that's a square. Et voilà, donc la presse, évidemment, ça ne nous a pas échappé, fait cela en permanence. Tout le discours autour du complotisme, soi-disant, ça n'est que ça. Hein, si vous voyez un triangle, ben non, c'est du complotisme, ça n'est pas le réel. Puis là, on en a encore des exemples magnifiques. Alors, Le Monde, qui appartient à Xavier Niel, qui a été impliqué dans des affaires de proxénétisme et semble être un assez vilain bonhomme, ose dire une partie de la droite et de l'extrême droite outrée. Mais pourquoi? Parce qu'on a confondu le banquet de Bacchus avec le dernier repas de la scène, donc nous n'avons pas vu ce que nous n'avons vu. C'est vraiment de l'enfumage à l'état pur, mais ça fonctionne chez un certain nombre de personnes hypnotisées. Et puis avec de surcroît le recours à la preuve sociale. Donc vous aurez sans aucun doute vu passer ce sondage, là c'est le Figaro. Alors s'il y a des journalistes du Figaro, du Monde ou du Nouvel Obs ou de Libé qui nous écoutent, vous devriez avoir honte d'être aussi dégueulasse que vous l'êtes actuellement. Donc, le Figaro ose titrer 85% des Français ont jugé la cérémonie d'ouverture plutôt réussie.
Seuls 5% ont jugé le spectacle pas du tout réussi, ce qui prouve vraiment à quel point il n'y a plus aucune conscience professionnelle à l'intérieur de ce milieu. Alors je reviens très brièvement sur le contenu de la cérémonie elle-même, étant donné que, là encore, on a tous vu cette exposition hyper problématique des enfants à la sexualité des adultes. Ça, c'est un tabou dans la société. C'est l'interdit de l'inceste. Si vous êtes à la maison avec des jeunes enfants et que vous vous câlinez avec votre épouse, ou si vous êtes une femme avec votre époux et que vous commencez à vous dire des mots doux, voire un peu salaces, si les enfants entrent dans la pièce, vous vous arrêtez. Cela ne regarde pas les enfants. Et ici, on a vu effectivement cette exposition. Et comme le relève le philosophe Alexis Haupt, vous savez combien j'aime le citer, ce que le prisonnier du médiavers, celui qui ne voit plus rien, ne semble pas comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'un problème de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est un problème d'idéologie malsaine et dangereuse qui prolifère dans la société. Et donc, par exemple, dans la fameuse scène de scène à droite, cette petite fille n'a rien, absolument rien à faire là. Alors, vraiment, je martèle, et là encore, ne nous laissons pas faire, cela n'a rien à voir avec le fait d'être puritain, d'être vieux jeu, d'être facho, d'être que sais-je, c'est une histoire de bon sens, et vous savez à quel point j'apprécie aussi ce compte sur Twitter qui s'appelle Gays Against Groomers, ça veut dire les gays contre les tripoteurs, c'est des gens homosexuels, transgenres pour certains d'entre eux, qui prennent très clairement des positions qui sont saines, en disant oui, il est bon que nous ayons le droit de vivre les choses comme nous le souhaitons, mais arrêtons de vouloir à tout prix infliger ça aux enfants, sachant que le coût psychique en termes de destruction est extrêmement important. Cette personne s'appelle Kitty Demure, et vous voyez, moi, je la trouve magnifique. Magnifique, parce qu'elle est dans la vérité, le vrai. Vous voyez, personne n'a la vérité absolue, mais elle est dans le vrai. Elle est dans la sincérité, elle est dans l'authenticité. Et donc, je vous passe son témoignage. Je crois que c'est vraiment le genre de parole qu'il vaut la peine de faire circuler. Écoutons, c'est à nouveau sous-titré en français. What in the hell has a drag queen ever done to make you have so much respect for them and admire them so much? Other than put on makeup and jump on the floor and writhe around and do sexual things on stage. I have absolutely no idea why you would want that to influence your child. Would you want a stripper or a porn star to influence your child? It makes no sense at all. A drag queen performs in a nightclub for adults. There is a lot of filth that goes on, a lot of sexual stuff that goes on. And backstage, there's a lot of nudity, sex, and drugs. Okay? So I don't think that this is an avenue you would want your child to explore. They could explore dressing up at home like we all did, like all gay boys did. We all dressed at home and we had a great time. We had a great time with our girlfriends, putting on makeup, trying on clothes, things like that. But to actually get them involved in drag is extremely, extremely irresponsible on your part. And I understand you might want to look like you're with it, that you're cool, that you're woke, that you're not a Nazi, that you're not a homophobe, whatever it may be. But you can raise your child to be just a normal, regular, everyday child without including them in gay, sexual things. And honestly, you're not doing the gay community any favors. In fact, you're hurting us, okay? We have already had a reputation of being pedophiles and being perverts and deviants. We don't need you to bring your children around. So you keep your kids at home or take them to Disneyland or take them to Chuck E. Cheese. But if you need your child to be entertained by a big human in a costume or in makeup, take them to the circus or something. When they turn 18, then why don't you take them to the clubs on their 18th birthday? Because it's an adult thing, okay? So don't ruin your child's life and don't ruin us, because that's what you're doing. Voilà, et franchement, respect, chapeau, ça c'est juste absolument nickel parce qu'elle met le doigt exactement là où ça se joue.
Et ce qui est déviant, c'est de s'attaquer à l'enfance. Ça n'est pas de vivre des choses d'adultes. Et comme elle le dit, à 18 ans. Et puis aussi, ne pas fermer les yeux sur le fait que derrière toute cette fête drag queen, qui a l'air très charmante en apparence, bah dans les coulisses, et toute personne qui a un petit peu de bagage à l'intérieur de l'existence, c'est que ça n'est pas aussi rose que ça, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui existent, qui ne doivent pas conduire à condamner cette communauté dans son ensemble. Vous ne trouverez pas personne plus acquise à la tolérance que je le suis, mais pas en niant la réalité des choses, et surtout pas en transgressant d'une manière, et Kitty Demure a tout à fait raison, qui est profondément dommageable pour la cause gay et transgenre, l'interdit de mêler les enfants à notre sexualité sous une forme ou une autre. L'autre grand interdit, vous le savez, c'est l'interdit du meurtre, et j'ai souligné à quel point il a été violemment transgressé dans une mise en scène qui, là encore, en apparence peut avoir l'air, bon voilà, c'est un tableau peut-être de plus ou moins mauvais goût, mais qui en fait va très loin, donc je me permets, là encore, de ne pas laisser passer. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Des aristocrates, ça la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Des aristocrates, on les pendra. Vous voyez, la personne avant disait emmenez vos enfants à Disneyland, mais on se demande si un certain nombre de personnes dans notre société ne vivent pas à Disneyland. Parce que c'est quoi la conciergerie ? C'est un endroit où des milliers de personnes ont été parquées après des simulacres de procès dans le meilleur des cas pour être envoyées avoir la tête tranchée parce qu'elles faisaient partie d'un mauvais groupe social, que tout d'un coup elles étaient prises en grippe par certains des factieux au pouvoir, ou parce qu'elles avaient une religion à laquelle elles n'entendaient pas renoncer. Ça a été un des lieux où un des volets les plus sinistres de l'histoire de France s'est déroulé. Marie-Antoinette a été condamnée à mort de manière totalement injuste et inique dans une parodie de justice où on l'a même accusée d'avoir couché avec son fils âgé de 8 ans. Et c'est là où elle a dit « mais j'en appelle à toutes les mères » devant une accusation aussi abjecte et aussi atroce, pendant qu'on avait arraché ses enfants à elle, et on sait comment le petit Louis XVII a été maltraité d'une manière abominable, laissé sans soin, jusqu'à mourir de chagrin au bout de 2 ans, dans une page qui reste un sommet de maltraitance. Alors bien sûr, toute la Révolution n'est pas réductible à ces monstruosités, mais elles en font partie. Est-ce que vous connaissez par hasard les noyades de Nantes ? Ça s'est passé sous la Terreur, entre 93 et 94, des milliers de personnes, surtout des prêtres et des religieuses, nus, encordés les uns aux autres, étaient noyés dans l'estuaire de la Loire, pendant que les révolutionnaires mangeaient des petits fours au balcon en se délectant de ce spectacle. Alors vous voyez, quand après l'historien en chef vient nous raconter « Oh, mais la tête de Marie-Antoinette qui chante ça ira », c'est l'équivalent ironique et pas du tout revendicatif ni agressif de la cérémonie d'ouverture de Londres avec Élisabeth II. Mais on se dit vraiment bon sang, à qui avons-nous affaire ? Et oui, il y a eu dans la Révolution française, c'est aussi la raison pour laquelle je reviens sur cet épisode, un caractère, c'est une parole de Joseph de Maistre, qui bien sûr était un contre-révolutionnaire, mais qui au début était très acquis aux causes de la Révolution, à la cause de la Révolution, comme beaucoup de gens, et qui devant la succession d'horreurs qui se sont déroulées, a dit il y a dans cette Révolution un caractère satanique qui la distingue de tout ce que l'on a vu et peut-être de tout ce que l'on verra. Malheureusement, ça n'est pas tout à fait vrai, puisque, à l'inverse, la Révolution française a ouvert sur les totalitarismes qui se sont succédés en Suisse, sur les exécutions et les procès politiques, sur les simulacres de justice, sur les massacres de populations entières. Enfin, s'il faut vraiment aller au fond des horreurs révolutionnaires, accrochez votre ceinture et vous aurez des hauts le cœur, parce que vraiment, on a fait du savon avec des graisses humaines, on a fait des pantalons avec des écorchages de Vendéens, enfin des trucs, mais voilà, je préfère m'arrêter là pour ne pas aller trop loin dans la description de l'horreur. Et puis, là encore, est-ce que les gens ont vu ce qu'ils avaient sous leurs yeux ? On voit très bien ce geste
qui veut dire ce qu'il veut dire. Alors on peut lui trouver différentes assonances. Certaines personnes m'ont dit, mais vous savez, en réalité, c'est un geste des francs-maçons, où quand on veut interdire à quelqu'un de parler, on fait plus ou moins discrètement ce signe. Bon, peut-être, mais en attendant, pour ceux qui ne sont pas francs-maçons, et je n'en suis pas, on voit bien un homme qui se penche vers une enfant et fait ce geste-là. Vous voyez ? Alors là encore, les normistes vous diront « Oui, mais bon, vous êtes trop susceptible, c'est probablement vous qui imaginez, ça n'est pas dit que ça voulait dire ça. » Mais tu parles. Les choses parlent, et le langage, gestuel ou autre, est le langage. Alors oui, je finis avec ça, mais on sait désormais, vous et moi, que nous sommes dans une psyop, une opération de manipulation psychologique. Momochi les adore, donc elle nous a donné un petit résumé, hein, parce qu'il y a énormément d'enfumage autour de ça. Donc on commence par nous dire que, bah non, la scène n'est pas du tout la scène, ben tiens. Ça fait du foin d'une manière qui fait que, précisément, on ne parle plus des gens décapités, de l'explosion de sang, du plan A3, de gens rampant au sol, la bouche ouverte, et autres exhibitions sexuelles à côté d'un enfant, mais le reste, c'était joli. Oh bah oui, vous vous trompez, c'était un tableau de la Renaissance. Oui, le problème, c'est que le tableau en question est reconnu comme étant une transposition de la scène. On a tous reconnu la scène, évidemment, et même les responsables en ont parlé. Et je vous cite au passage le commentaire de Mathias Desmet, qui est donc ce psychologue de l'université de Gand, spécialiste de la manipulation totalitaire. Regardez, hein, le plus remarquable, c'est que les fact-checkers et les amateurs de culture woke n'ont évidemment pas vu qu'il s'agissait de la scène. Ils se sont même moqués de ceux qui l'ont vu, affirmant qu'ils étaient perdus dans des illusions et des délires. Plus quelqu'un est saisi par la pensée totalitaire, et plus il accuse de folie ceux qui pensent différemment. En soi, cela reste l'un des effets les plus remarquables du phénomène de formation de masse, l'énorme rétrécissement de la perspective, accompagné d'une cécité radicale à l'égard de tout ce qui ne correspond pas à ses propres croyances fanatiques et l'attaque agressive de celles-ci. Alors Momochi conclut en disant mais au fond c'est pas mal parce que c'est quand même c'est quand même un énorme ratage qu'on le veuille ou non et donc ça aide quand même à déconstruire un peu l'affaire et voir la réalité de à quoi nous avons affaire. Avec de surcroît cet extraordinaire effet de la décontextualisation. En toute franchise, dans un cabaret, dans une revue satirique ou au cinéma, ça ne m'aurait pas dérangé une seconde de voir une scène comme la scène. Avec les personnes qui l'ont incarnée. Pourquoi ? Parce que c'est un libre choix. C'est ma responsabilité d'adulte d'y aller ou non, et je vous dis, je serais tout à fait capable de m'en amuser et de trouver ça sympathique. Mais pas infliger à des gens qui sont captifs dans une cérémonie qui prévoit expressément dans sa charte que ça n'a pas sa place, et puis en brandissant ces images d'hypersexualisation aux populations du monde. C'est une cérémonie qui a été vue en Chine, au Japon, en Afrique, au Brésil, dans plein de contextes différents et dans plein de cultures. Cela ne se fait pas. D'infliger des images de cette sorte aux gens, et le fait de tenir compte du contexte, c'est élémentaire dans les relations humaines. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les valeurs de l'autre, mais qu'on n'agit pas auto-justifié. Et Ibris Aberkan, qui a produit une très belle émission sur ce sujet, dit ça. Quand ça s'adresse sans distinction de race ou de religion pour sponsoriser, alors ça c'est ses termes, cette beaufrie prétentieuse et laide conçue délibérément pour offenser, et demander en plus à la terre entière de valider leur pouffement pipi-caca, c'est une faute grave et une débilité diplomatique matinée d'arrogance crasse. Alors l'expression est un peu verte, je l'aurais dit en des termes plus diplomatiques, mais c'est vraiment le fond de l'affaire. Et avec cette stratégie du hachoir que j'ai souvent mise en avant, le résultat c'est quoi ? C'est de créer du conflit. Ce sont des manipulations qui ne servent qu'à générer le plus de conflits et de haine au sein de la population. Et donc, vous voyez des gens qui ont réagi en disant « Mais attendez,
Il y a des gens qui demandent des excuses, mais il faut s'excuser auprès de qui? Les fachos, les racistes, les homophobes, les royalistes villiéristes, des révisionnistes, des cathos intégristes. C'est une blague. Et vous voyez, c'est ça la stratégie du hachoir. Ça a commencé avec le Covid, les antivax, les complotistes contre les gens qui ont cru toutes les bêtises qu'on a racontées. Puis après, il y a eu la guerre en Ukraine, puis le réchauffement climatique, puis Israël, Palestine. Ça a de nouveau fait complètement exploser les lignes. Et puis là, vous amenez la cérémonie d'ouverture, vous voyez, et ça clive, ça clive, ça clive, ça clive, ça clive. Et j'ai vu des gens qui avaient été honorables dans leur compréhension jusque-là, qui sont partis en vrille dans l'incapacité de réfléchir à tout ce que je viens de vous énoncer. Alors la vraie question qui se pose pour terminer, c'est mais qui a été à l'origine de ça? Qui a donné le final cut, comme on dit en cinéma, c'est-à-dire qui a validé le scénario, le montage, la production, en disant « Ok, c'est ça qu'on va faire ». Et beaucoup de personnes soupçonnent que c'est Brigitte et Emmanuel Macron qui eux-mêmes ont fait ce choix. Et je pense que c'est vrai pour un ensemble de raisons. D'abord tenant simplement à la structuration du pouvoir actuellement en France, mais également précisément du contenu profondément choquant et compliqué de ce qui était montré. Et puis alors avec un joli motif qui est celui que c'est en train de faire un retour de manivelle absolument énorme. Figurez-vous, Alex Jones, qui est un fameux podcasteur, qui a repris les enquêtes française, puis la synthèse de Candace Owens, a dénoncé Brigitte Macron comme un homme pédophile ayant détourné Emmanuel à l'âge de 14 ans, avec 32 millions de vues en un peu plus de 24 heures. Et quant à Candace Owens, elle était à 14 millions de vues en 12 heures. Et vous voyez comme c'est intéressant, parce qu'on essaye de nous faire croire qu'il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, même parmi les dissidents, on nous dit « Ouais, mais bon, passez à autre chose, il y a des choses plus graves qui sont en train de se passer maintenant. » Ce qui n'est pas entièrement faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus. Parce que ce qui s'est passé là est énorme. Et quand c'est énorme, et que de surcroît cela rend service à notre cause, eh ben je crois que ça vaut la peine de rester un petit peu plus longtemps qu'un petit peu moins longtemps, parce que le monde entier a remarqué que quelque chose ne jouait pas et posait un énorme problème, et que, par contre-coup, cela attire les regards sur le couple extrêmement bizarre, pour dire le moindre, de l'Élysée. Alors, on va faire peut-être un repérage. Laissons la cérémonie d'ouverture, même si on a vu cette transgression de l'interdit de l'inceste et du meurtre qui parle, qui est langage, mais venons-en au cœur du sujet, et notamment cette question très compliquée, grave, des abus sexuels sur les enfants et de l'inceste. Alors, je ne découvre pas ce sujet, j'ai travaillé en santé mentale toute ma vie et je sais depuis longtemps que les chiffres sont terrifiants. Un enfant sur 4 se fait abuser sexuellement à un moment ou à un autre de sa vie et 1 sur 10 est victime d'inceste. C'est-à-dire que c'est énorme comme problème dans nos sociétés. Et cela a existé, hélas, de tout temps. Et donc se pose la question de comment notre société reconnaît ce problème, l'aborde et essaye d'apporter des solutions pour venir en aide aux enfants qui subissent ces expériences profondément traumatisantes, mais après également préviennent et font connaître cette réalité en mettant des sécurités pour protéger les populations vulnérables. Alors vous savez qu'il y avait une commission qui avait été mise sur pied, la Civise, avec Édouard Durand, un juge des enfants vraiment remarquable à sa tête. Après 3 ans de travaux, ils ont rendu un rapport, livré des recommandations et vraiment très très au cœur du problème, en relevant notamment que dans 97% des cas, les pédocriminels ne sont pas condamnés. Donc il y a une impunité dans les faits à peu près totale. Les enfants victimes de violences sexuelles sont invisibles et seule une victime sur 20 dépose plainte, sachant que toutes les plaintes, bien sûr, n'aboutissent pas, loin de là. Et puis Arnaud Gallet, qui faisait partie de l'aventure, lui, a rapporté dans les médias, parce que Dieu sait si c'est important aussi, que la France est le 2e pays hébergeur de contenu cyberpornographique actuellement en Europe.
Et donc on voit, hein, ça confirme, j'ai envie de dire, l'étendue du problème et l'importance vitale de s'en occuper. Or, voilà-t-il pas, bah oui, qu'est-ce qu'on fait en France actuellement? Quand quelqu'un fait des saloperies, on lui donne la Légion d'honneur, et puis quand quelqu'un fait un travail valeureux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le sanctionne ou on le démet de ses fonctions. Et donc le juge Durand a été évincé. En réponse, toute une brochette de personnes ont démissionné également de la Civise. Hein, et puis on a nommé à la place quelqu'un d'autre, un ex-rugbyman, en découvrant au passage que sa vice-présidente était accusée elle-même d'agression sexuelle. Et ça, vous voyez, c'est du Macron tout craché. Macron et Brigitte, probablement. Hein, je redis le motif. Si vous faites quelque chose de valeureux, vous allez être démis et on va nommer à votre place des gens qui, eux-mêmes, sont non honorables par rapport à la cause concernée. Et si vous êtes non honorable, comme Karine Lacombe, comme enfin, tant de personnes, eh ben vous recevez la Légion d'honneur et vous êtes promu. Et ça, c'est vraiment la Macronie dans toute sa splendeur. Alors cela a un lien avec la cérémonie d'ouverture. Je suis désolé de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que le metteur en scène, Thomas Joly, qui nous dit qu'il n'a jamais cherché à offenser quiconque, ben quand on creuse un peu, on voit qu'à l'inverse, il est obsédé par le christianisme. Vous voyez, il s'était déjà mis en scène sur une croix, puis on voit que c'est quelqu'un qui, franchement, n'est pas très bien dans sa peau. Il doit consommer des stupéfiants. Et puis, je le dis vraiment, mais sans aucune agressivité ou discrimination. Moi, j'ai travaillé toute ma vie avec des gens qui n'allaient pas bien dans leur peau. Ça m'est arrivé à certains moments de ma vie. Donc, la question n'est absolument pas de poser un jugement de valeur, mais simplement d'essayer de voir les choses. Et effectivement, on remarque, c'est le Parisien qui l'a rapporté, qu'il a grandi dans un village de Seine-Maritime, harcelé au collège, il allait en classe la boule au ventre, et c'est terrible pour un enfant d'être harcelé. Hein, l'école n'est pas faite pour y aller le jour après jour, la boule au ventre. Et donc, voilà, il est devenu homme de théâtre, grand bien lui fasse, mais on voit bien qu'il transpose dans ses provocations artistiques quelque chose de l'ordre du non résolu de son histoire. Même chose pour Barbara Butch. Et là encore, entendez-moi bien, c'est une personne, je peux tout à fait la trouver belle sur la photo de gauche. Honorer son obésité, ça ne me pose aucun problème. Elle dit que sa grand-mère lui a toujours dit « je t'aime tel que tu es, et même si tu es en surpoids, cela ne change absolument rien au fait que je t'aime. » C'est un beau message, entendez-moi bien. Par contre, regardez l'autre photo. Et là, on voit ces oscillations perpétuelles, qui est que des gens qui, au fond, ne sont pas en paix avec eux-mêmes, tout en prétendant l'être, eh bien, vont manifester de manière très ambivalente quelque chose de tantôt transgressif et tantôt victimaire. Et en l'occurrence, Péonia pose la bonne question. Pourquoi cette personne qui dit « je suis lesbienne, grosse et juive », en disant « je suis fier de ça », elle a raison, il n'y a aucune raison d'être honteux de cela, mais si quelqu'un d'autre le dit, ça devient homophobe, grossophobe et antisémite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une incohérence. Et de nouveau, je ne le dis vraiment pas, ni comme un thérapeute qui voudrait soigner les autres, ni comme un moraliste, mais juste dire « hey, on ne peut pas faire semblant que cela ne veut rien dire ». Et évidemment qu'il y a des expériences traumatiques en amont de manifestations comme celle-là, tout comme il y a, je ne vous apprends rien, des expériences traumatiques chez Emmanuel Macron, probablement chez Brigitte, mais c'est quand même la thèse du psychiatre italien Segatori, causée par Brigitte sur Emmanuel d'une manière qui explique la psychopathie dans laquelle il est actuellement. Alors ça, c'est une chose, d'accord ? C'est la réalité de ces abus, de cette pédophilie pédocriminelle. Il n'y a pas de pédophilie qui ne soit pas pédocriminelle, sauf si quelqu'un a des inclinaisons, mais résiste au passage à l'acte. Mais évidemment que dès qu'il y a passage à l'acte, c'est criminel, parce que cela va porter atteinte irrémédiablement à l'intégrité d'une personne. Maintenant, il y a un autre paramètre qu'il faut qu'on aborde, qui est celui de la licence sexuelle et l'égarement profond qui a suivi mai 68 avec une forme d'exonération sociale. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on a prétendu que dès lors qu'une personne était pubère, eh bien, elle était
aptes à avoir des relations sexuelles et donc des jeunes filles en particulier, mais même des jeunes garçons pubères, eh bien on pouvait tout à fait coucher avec eux. Et Bernard Pivot, on se souvient de cette scène extraordinaire à Apostrophe, a vraiment reflété cet égarement lorsqu'il a reçu Vladimir Nabokov, vous savez, l'auteur de Lolita, et il lui a posé, mais de manière qu'on regarde aujourd'hui, c'est vraiment assez dégoûtant. En disant, oui, mais cette jeune fille un peu perverse, elle est quand même très aguicheuse, hein. Vous n'en avez pas assez d'être toujours ramené à elle. Et Nabokov a répondu de manière absolument magistrale en disant, mais attendez, vous avez absolument, enfin il n'a pas dit comme ça, mais vous n'avez absolument pas compris ce dont il s'agit. Cette jeune fille n'est pas du tout perverse, hein. Elle a 12 ans, et c'est uniquement dans le fantasme graveleux. Et je crois qu'il utilise l'expression sociopathe de l'homme mature qui va la désirer, que se joue le désir, mais pas du tout de son côté à elle. Elle n'a pas du tout de désir pour lui, et elle ne ressent pas du tout de plaisir à son approche. Vous voyez, et ça c'est juste. Et c'est vrai, on se souvient de la pétition disant à partir de 14-15 ans, il faut que les adultes puissent coucher avec les ados. Et toute l'époque a été ainsi, hein. Je rappelle aussi que Simone de Beauvoir, la grande féministe encensée par toute la gauche bien pensante, eh bien, détournait des élèves de 14 ou 15 ans, accessoirement les mettait dans le lit de Jean-Paul Sartre, qui était quand même pas un Apollon, et puis dans une réalité qui aujourd'hui apparaîtrait, mais à juste titre à mon sens, relevant de la prédation sexuelle et de la pédophilie. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Claude François aussi, et Carl Zéro raconte ces scènes où devant la chambre d'hôtel de Clo-Clo, il y avait des filles qui dormaient par terre sur la moquette. Alors il dit 15-18, mais c'est plutôt 13 à 17, en attendant qu'ils veulent bien ouvrir la porte et en prendre une d'entre elles pour faire des choses avec elles. Donc vous voyez, c'est très très compliqué, parce que évidemment que des choses de cet ordre ne doivent pas se passer. Ça n'est jamais anodin pour une fille de 13, 14 ou 15 ans de coucher avec un homme mature. Ça n'est pas vrai. Moi, ma fille cadette a 16 ans. Je vous promets que si un homme de 40 ans s'attaque à elle, il se retrouve à l'hôpital. Okay ? Parce que c'est totalement déplacé. Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu une époque où cela paraissait à peu près acceptable, et puis où les jeunes filles elles-mêmes pouvaient se lancer, mais dans leur immaturité. Et là, c'est le rôle des parents d'interdire à la minette de se lancer à l'assaut de son idole. Mais on trouve aussi dans des reportages des images assez amusantes de femmes qui avaient 13, 14 ou 15 ans à l'époque, qui en ont 60 ou 70 aujourd'hui, et qui continuent de complètement idéaliser. Donc vous voyez, c'est compliqué. Et puis, on a découvert que des gens qui avaient l'air bien sous tout rapport, comme Yves Montand, c'est intéressant, moi j'ai jamais pu l'encaisser ce type, hein. C'était un peu l'idole de la gauche, hein, de grand humaniste, ben voilà, qu'il a eu vraiment des comportements pédocriminels envers sa belle-fille. Picasso était un monstre, il n'y a pas d'autre mot, c'était un monstre, c'était un destructeur. Et puis, bien sûr aussi, ces gens intégrés socialement, qui ont fait carrière de manière prestigieuse, tout en étant des pédophiles. Alors, Matzneff, on a cru dans un temps que cela se limitait aux adolescentes, et puis on a découvert que non, c'était horrible jusqu'où ça allait. Et puis Frédéric Mitterrand, bien sûr, qui... dans une autobiographie, s'est confessé d'ailleurs en disant « c'est horrible ce que je fais, je sais que c'est horrible ce que je fais ». Et voyez Libé, qui est un peu le journal officiel de la pédocriminalité, qui titrait Frédéric Mitterrand attaqué sur sa mauvaise voie. Bah oui, c'est plutôt que c'est lui qui attaquait des personnes vulnérables pour leur faire des choses qu'elles n'avaient simplement pas à vivre. Et là, il faut remarquer qu'en France, oui, il y a eu une culture pédocriminelle qui a imprégné les élites, de gauche comme de droite, et puis notamment avec des gens qui font froid dans le dos, comme Pierre Berger, donc qui était
l'amant d'Yves Saint-Laurent qui a dirigé la boîte pendant des années et qui est devenu un peu l'égérie du mitterrandisme et qui était vraiment, mais excusez mon français, un salopard fini. Dans la Villa Majorelle à Marrakech qu'ils avaient tous les deux, il y avait un ensemble de dérives graves qui se produisaient en présence d'enfants. Et toute la Mitterrandie et toute la France saluaient ça, et il s'est beaucoup impliqué dans la lutte contre le sida, pour la cause gay, mais c'était un homme parmi les plus malsains qu'il soit possible d'imaginer. Et puis des personnages saillants dans la République, comme Jack Lang, mais aussi François Hollande, qui ont été accusés soit par des notes en ce qui concerne Jack Lang, vous savez, de l'ancien directeur central des renseignements généraux, qui disait qu'il se tapait des garçons à la mamounia, excusez mon français. François Hollande a aussi été l'objet d'une procédure en justice qui a été classée, mais on sait ce que vaut la justice dans ce genre de cas, hélas. Et donc, il y a vraiment un gros problème qui existe depuis toujours. Et alors voilà, ça fait un peu de bruit, mais évidemment que tout ce milieu-là, et on sait que François Mitterrand lui-même a couvert des dossiers secrets pour ne pas que ça transparaisse. Et puis, on sait aussi que Jack Lang a reçu de l'argent de Jeffrey Epstein. Enfin, c'est quand même extraordinairement trouble. Et donc, ces hommes, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, qui ont été encensés par toute l'intelligentsia et toutes les élites françaises, étaient vraiment des détraqués. Mais alors là, je ne parle pas de gens qui se travestissent et qui marchent à quatre pattes en tirant la langue. On était vraiment dans la pédocriminalité lourde. Monsieur Pinault, qui actuellement est à la tête du Point, est impliqué dans la couverture de tout ça. Non seulement il a racheté la maison de couture, mais il a également... ce sont des gens qui ont donné des facilités à des personnes connues et reconnues pour être pédocriminels, et sans que cela ne dérange qui que ce soit au sein de la République. Vous voyez que Bernard-Henri Lévy a impliqué lui aussi, c'est-à-dire tout ce petit monde fricote. Alors je me permets une précision, parce que il y a beaucoup d'attaques par les temps qui courent, et on m'a récemment incriminé en disant que mon maître à penser, Michel Maffezoli, c'est un de mes maîtres à penser, mais son œuvre est tout à fait remarquable, avait fréquenté Matzneff. Oui, mais à l'époque, les gens dont on parle étaient dans toute la haute société et tous les cercles culturels français. On vient de découvrir que Jean-François Revel, l'académicien, se livrait à des rituels probablement pédosatanistes sur des enfants en bas âge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut supprimer l'Académie française, que tous les gens qui dans leur vie ont fréquenté Jean-François Revel, vous voyez, il faut faire la différence entre ceux qui commettent ces monstruosités, ceux qui savent et qui sont complices par leur silence, et puis ceux qui croisent simplement des gens sans savoir ce qu'il en est. Et malheureusement, ces réalités tragiques sont tellement répandues que je vous assure, donnez-moi un album de photos de votre vie, je suis sûr qu'on trouvera des pédocriminels là-dedans. Donc ça, c'est une petite mise en point en passant. Par contre, il faut relever la duplicité abominable des élites. Et il se trouve qu'en plus, Yves Saint-Laurent avait publié une bande dessinée abjecte, avec une petite fille capricieuse, bornée, narcissique, mauvaise, qui vit une vie faite de meurtres et de viols. Et puis l'ouvrage, c'est Yves Saint-Laurent qui l'écrivait, portait en introduction la mention « En outre, toute ressemblance avec des personnes qui existent ou qui ont existé est parfaitement voulue. Toutes ces aventures ont été tirées de faits réels. » Alors la résolution n'est pas très bonne et je m'en félicite, mais c'est vraiment à vomir. Et malheureusement, tout le milieu de la mode est très concerné par ce que j'évoque là. Il y a évidemment une traite des adolescents, il y a des consommations de stupéfiants qui sont complètement barges, et puis de la pédopornographie. Je vous renvoie à un article d'Essentiel News qui revient sur les campagnes de Balenciaga, qui sont elles aussi abjectes, mais regardez la London Fashion Week d'il y a 2 ans, si je ne m'abuse, ça reflète là encore quand même quelque chose du psychisme de ceux qui agissent dans ce monde-là.
Et le problème, c'est que cette cécité, cette complaisance, voire cette activité pédocriminelle existe dans nombre de milieux, y compris le milieu médical. Et vraiment, je salue les lanceurs d'alerte comme Françoise Ferricelli, qui a relevé qu'il y a des réseaux pour protéger les pédocriminels, y compris au sein de l'ordre des médecins. Et que des médecins ont été condamnés pour avoir signalé des enfants en danger parce qu'ils voyaient sur leur corps les conséquences des abus qu'ils subissaient. Non, mais est-ce qu'on mesure le degré d'horreur dans lequel nous sommes? Ça a été confirmé par le journaliste Serge Garde. Et puis, cela dépasse même, hélas, le milieu médical. On trouve ça évidemment dans la presse. Alors, je vous ai montré en introduction des images de l'Eurovision. Il faut savoir que l'Eurovision a été présidée pendant des années par un journaliste suisse, Raymond Zumsteg, qui violait sa fille de 4 ans. Cela a été connu de la direction de la radio-télévision suisse, qui n'a rien fait. Enfin si, ils l'ont déplacé pendant un temps avant de le laisser revenir, et il a continué à violer sa fille jusqu'à l'âge de 8 ans. Et cet épisode n'est pas du tout isolé. Il y a eu de nombreux cas de pédophilie, de pédocriminalité grave à l'intérieur de la RTS, et sans que cela ne suscite aucune réaction d'aucune sorte. Donc vous voyez, si l'Eurovision en est là où elle en est aujourd'hui, de nouveau, ça ne sort pas de nulle part. En anthropologie, on a vraiment ce principe. Ce qui apparaît dans le champ social ne sort pas de nulle part. Et il faut bien sûr savoir nommer ces réalités. Bon, si on parle de la pédocriminalité et de la presse, on ne peut pas s'empêcher de faire un détour par Libération, qui a reconnu avoir protégé un journaliste pédophile, mais non seulement ça. Ils ont fait la promotion active de la pédophilie. Il y a bien sûr cette image abominable qu'on a tous à l'esprit d'un enfant qui fait une fellation à un adulte, mais voyez, encore récemment, une tribune, pédophilie, où est la gêne? La pulsion pédophile existe en chacun d'entre nous. Mais non, il y a un stop dans le cerveau. Il y a un stop dans le cerveau qui permet à l'adulte de ne pas avoir de désir sexuel pour un enfant. Et Dieu merci, c'est ça la protection contre l'inceste. C'est que mes enfants, je n'ai jamais eu, Dieu merci, d'attirance sexuelle pour eux. Les enfants que je vois dans mon village, je n'ai pas d'attirance sexuelle pour eux. Une femme, oui, si elle est belle, je peux avoir de l'attirance sexuelle pour elle, mais un enfant, non, grand Dieu. Or, que viennent nous dire ces dégénérés complets de Libération? Non, mais c'est naturel d'avoir une attirance sexuelle pour un enfant. Voyons. Au secours. Alors, il y a aussi tout le volet que nous devons aborder, hélas, de la justice et notamment des services d'aide à l'enfance. Alors j'ai fait une émission sur maître Michel Hammas, que je salue, qui se bouge et se démène, non pas comme un bon diable, mais comme un bel ange, pour dénoncer la mafia pédocriminelle des juges pour enfants et des services d'action pour l'enfance. Et en disant qu'il voit des horreurs à la suite les unes des autres absolument abominables. Et il souligne, nous sommes tous juridiquement responsables de nos actes, mais pas les magistrats et l'aide sociale pour l'enfance, les médecins, les banquiers, les avocats le sont, enfin les médecins plus beaucoup, les banquiers plus beaucoup, les politiques plus beaucoup, donc vous voyez, c'est généralisé, mais les magistrats en question peuvent détruire les vies des gens, c'est l'impunité totale. Viol et attouchement sexuel sur les enfants placés par l'aide sociale. Alors Maître Hammas a publié un livre, Chronique du mépris ordinaire, placement abusif, ce que j'ai vu, il cherche à faire connaître dans la presse, et il y a parfois une certaine réceptivité, SOS enfants placés en détresse, un système qui est censé protéger nos enfants mais qui les met en danger, et puis ces cas qui sont juste abominables même à évoquer, avec des enfants placés qui sont livrés aux exactions sexuelles d'adultes, mais aussi de mineurs délinquants.
entre 14 et 17 ans, comme ce petit garçon de 6 ans à Toulon, sodomisé, 7 agressions sexuelles, lourdes sur 3 dossiers en 6 mois, jamais de poursuite. Audience de renouvellement, un garçon sodomisé pendant des mois le soir par un plus grand. Le chef de service, à propos des incidents de cette année, oui, les incidents. La prostitution, des enfants qui apprennent la prostitution dans le cadre même du lieu de placement. Une jeune fille, 13 ans, toxico depuis le placement, en fugue, se prostitue à l'autre bout de la France, enceinte de son travail, 1 an et demi de courrier au juge, sans aucune réponse. Je vous dis, ce qu'on voit, c'est vraiment, vraiment du lourd, et parfois, des enfants qui n'en peuvent plus et qui mettent fin à leur vie. Alors, évidemment, je suis très touché et affecté d'évoquer ces cas. Parce qu'au cœur de toute société, il y a cette compréhension que la personne la plus vulnérable est celle qui a le plus besoin de notre secours et de notre aide. Et là, que voit-on ? Ce sont des enfants laissés à eux-mêmes avec des adultes qui soit sont sadiques, soit sont indifférents. Alors, j'ai travaillé un peu dans la protection de l'enfance en faisant des supervisions d'équipe. Et je ne voudrais pas non plus donner l'impression que tous les travailleurs dans ce domaine sont des pervers ou des indifférents. Mais ce que j'ai observé, et ça, c'est vraiment probablement le cœur du problème, c'est que tous les gens de bonne volonté n'ont pas les moyens de travailler de manière efficace et d'assurer à ces enfants la protection dont ils ont besoin. Alors de nouveau, ne généralisons pas. Il y a sans doute de très bonnes familles d'accueil, il y a sans doute de très bons juges, il y a sans doute de très bons... Mais ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a là encore de manière systémique quelque chose de défaillant, de déficient, et qui ouvre la porte, mais comme ça a été le cas, par exemple, dans l'Église catholique à certains moments, où on fermait les yeux à tant d'endroits. Et de nouveau, l'immense majorité des prêtres ne sont pas des abuseurs sexuels, entendons-nous bien. L'immense majorité des prêtres cherchent à bien faire leur travail. Mais cet aveuglement, ce refus de voir, et au fond se laisser aller par rapport à des choses qui sont juste inacceptables, eh bien, a existé et existe aujourd'hui au sein des structures qui seraient censées protéger férocement l'intégrité et le bien-être des enfants. Alors, continuons notre tour de la maison des horreurs, puisque récemment, dans Libération, tiens, une histoire qui s'est passée il y a longtemps, mais Matzneff, on savait que c'était un tordu, on ne savait pas forcément jusqu'à ce point-là, mais avec Claude Imbert, qui était directeur de la rédaction du Point, le Point a été abject tout au long de la crise Covid, donc peut-être que ça ne date pas d'aujourd'hui, un certain goût pour l'abjection. Et puis Jean-François Revel, bon sang, le père du moine bouddhiste Mathieu Ricard, traducteur du Dalai Lama, académicien, grand intellectuel, personne honorée à travers toute la République, et Madame Inès Chatin, qui a été adoptée par un médecin pour être livrée à ce groupe pédocriminel avec des scènes absolument abominables. Et puis, vraiment, des rituels à connotation satanique. Les hommes avaient le visage masqué ou portaient sur eux une sorte de cape ou de manteau. Enfin, quelque chose de parfaitement sidérant et qui sort enfin, Dieu merci, et dans l'IB, ce qui est quand même un petit peu ironique. Et puis, comme beaucoup de gens, malgré tout, n'arrivent pas à croire que les choses puissent être de cet ordre ou de cette nature, eh bien, je renvoie à ce travail d'un ancien agent des renseignements généraux, cité par Zoé Sagan, à qui je rends hommage, parce que malgré tout, c'est un compte qui, infofiction et avec certains doutes qu'on peut avoir, a travaillé très ardemment pour faire connaître des situations d'abus. Eh bien donc, cet officier agent des renseignements généraux, Gilbert Abbas, a fait des témoignages sur la réalité de ce que les services savent très bien qu'il existe comme réseau pédocriminel.
et qui inclut bien sûr la traite des êtres humains. Donc on a des témoignages, et là encore, excusez-moi, mais je suis juste bouleversé. Imaginez comment c'est possible en Occident en 2024 que des jeunes gens, et peu importe l'âge, soient vendus à des réseaux pédophiles. Et le pire est que cela est su, est connu. Et qu'au lieu de prendre toutes les actions qu'il faudrait pour mettre fin à cette horreur, eh bien, quand une journaliste intègre comme Laurence Beneux, autour de l'affaire de Zandvoort, s'y intéresse, fait un vrai travail, dénonce les choses, et ben devinez quoi, on la traite de complotiste, ça ne date pas d'aujourd'hui, et puis une chape de plomb retombe sur les abominations qui sont vues. Alors de temps en temps, oui, il y a des réseaux de pédopornographie ou des cercles pédocriminels qui sont exposés, mais avec une mansuétude de la justice. Imaginez. Alors la RTBF, elle est spécialisée aussi dans le fait d'étouffer la réalité de ces scandales et de ces réseaux, mais là quand même, elle rapporte l'information que le pédocriminel le plus lourdement condamné en Belgique libre après 7 ans. Et on parle de viol d'enfants, de bébés, potentiellement de meurtre. Et puis oui, 3 mois de prison ferme pour le vol d'un fromage pour un homme qui avait faim à Toulouse, mais 5 ans avec sursis pour une personne qui avait violé une fillette de 3 ans. Sursis. Mais bon sang, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Et c'est ça le problème, vous voyez, c'est systémique. Et évidemment que le poisson pourrit par la tête. Donc, parlons de la justice et de ce qui influence et façonne la justice. Et on sait tous qu'au sommet de l'institution judiciaire, il y a un garde des Sceaux. Oui, S-C-E-A-U-X, pas S-O-T-S, ou pire. Et qu'y a-t-il actuellement? Eh bien, quelqu'un qui s'est caractérisé par des comportements abjects face à des enfants victimes de crimes pédocriminels, et notamment un rôle désastreux dans l'affaire d'Outreau, où il s'est montré intimidant, abrupt, harcelant vis-à-vis d'enfants dont la justice a reconnu qu'ils avaient subi des viols, et d'une manière qui conduit à une conclusion tragique, qui est qu'aujourd'hui, la parole des enfants n'est plus prise au sérieux dans les prétoires. L'affaire d'Outreau a été un gigantesque cafouillage, mais prévu, organisé, pour veiller à ce que les affaires ne puissent pas aboutir. On a saucissonné le dossier, c'est une des ressources principales de la justice, et puis après, il suffit de faire en sorte que la parole des enfants soit systématiquement considérée comme mensongère pour avoir désactivé tout risque. Et Dupond-Moretti ne s'est pas limité à ce haut fait. Il a même été jusqu'à inventer, dans un autre cas, une situation d'inceste heureux. Et oui, c'est ce qu'il a plaidé. Et donc, 2 sœurs, si je ne m'abuse, violées par leur père, ont été convaincues par les avocats, dont bien sûr Dupond-Moretti, d'affirmer qu'elles étaient demandeuses de relations sexuelles avec leur père. Et la stratégie fonctionne. Le père écope de 8 ans d'emprisonnement sans mandat de dépôt, ce qui est une décision rare. Et puis donc, il n'y avait plus de crime, vu qu'on a réécrit l'histoire. Alors l'histoire, vous vous en doutez, termine bien. Puisque finalement, l'homme en question fusille sa fille dans un garage sous les yeux du fils avant de se tirer une balle dans le crâne. Voilà, l'inceste heureux selon Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Et devinez qui de notoriété publique protège Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice? Brigitte Macron. Des fois, on a vraiment envie de vomir.
Alors une question qui est souvent posée, parce que tout le monde le dit, hein, dans ces réseaux, il y a des policiers impliqués, il y a des juges impliqués, il y a des ministres impliqués, il y a des gens dans les positions de responsabilité, et souvent on évoque la question des francs-maçons. Alors, c'est très amusant parce qu'il y a de la parano dans la résistance également, ou la dissidence, et je sais que j'ai été accusé d'être franc-maçon. Alors déjà, je ne sais pas si on doit être accusé de cela, mais en plus, je n'ai jamais foutu les pieds de ma vie. Donc, je ne sais même pas comment on appelle, un cercle, une obédience, une loge, un temple, je ne sais pas, mais je n'ai jamais fichu le bout d'un orteil dans un cercle comme celui-là. Non pas que j'ai des jugements a priori contre les francs-maçons, je connais plein de gens qui, à travers l'histoire, étaient des gens remarquables et qui étaient des maçons, mais je ne vous cacherai pas que j'ai une méfiance naturelle par rapport à toutes les sociétés secrètes. Parce que pour moi, c'est ça le problème. Dès lors qu'il y a un système de secret dont on peut, à la limite, comprendre l'idée pour des processus initiatiques. Mais qu'est-ce que ça implique naturellement? C'est que c'est un biotope rêvé pour des gens qui font des choses qu'ils ont intérêt à garder secrètes. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est de la réalité, de l'implication de la franc-maçonnerie dans son ensemble ou de loges dans ce qu'on évoque ici, à cela près que j'ai entendu, mais est-ce une vraie information ou pas, qu'il y avait un serment des maçons qui se jureraient les uns les autres de se prêter main forte au détriment de la justice et d'autrui. Et si c'est le cas, alors ça veut dire que c'est une organisation qui est dangereuse. Maintenant, rien ne m'indique à ce stade que ça soit le cas. Il n'en reste pas moins que des loges en particulier connaissent des dérapages. Il y en a énormément qui ont été mises en lumière au cours de l'histoire récente. Et actuellement, la loge Athanor a vu le parquet requérir le renvoi aux assises de 23 personnes avec des anciens policiers, des mercenaires, des plantons de la DGSE, avec comme soupçon d'avoir commandité des agressions, voire des meurtres, en ayant recours précisément à des mercenaires d'anciens policiers ou membres de la DGSE. On parle d'assassinat, de passage à tabac d'un élu, projet d'élimination d'un syndicaliste. Voilà, donc il y a en tout cas quelque chose de pas très catholique, si je m'essaye peut-être à le résumer ainsi. Et quelle que soit la nature de ces réseaux liés à la franc-maçonnerie ou autre chose, il y a un problème énorme avec ces réseaux. Alors évidemment que l'affaire Dutroux, qui revient encore et encore, et inévitablement, étant donné que les choses ont été bâclées, les choses ont été niées, Emebi, qui était un gendarme en charge de l'affaire, a été mis sur la touche dès lors qu'il commençait à arriver à ce qui importait. Et puis Marc Dutroux n'a cessé de dire qu'on lui faisait porter le chapeau, mais que les assassins sont en liberté, qu'il y avait une véritable association de malfaiteurs. Et donc, je vais vous passer un premier extrait qui est de monsieur Maître Xavier Magnier, qui était l'avocat de Dutroux lors du premier procès. Et ce qu'évoque Maître Magnier, c'est qu'au fond, on a fait un tour de passe-passe absolument dégueulasse, qui a consisté à focaliser toutes les accusations sur Dutroux, et tout ce qui allait au-delà de son rôle à lui, qui est indéniable, et évidemment que ce personnage est un monstre, était mis dans un dossier bis, dont on a commencé à dire on ne sait pas exactement jusqu'où ça va, donc on le prendra dans un deuxième temps. Et lui s'est opposé à ça, de toutes ses forces, en disant non, il y a des fils qui conduisent à des endroits extrêmement précis, parce qu'on sait qu'il y a des complaisances et des complicités et probablement des implications d'hommes politiques. On parle d'un ancien Premier ministre belge, on parle de personnes de l'OTAN, on parle de personnes au château royal de Belgique. Enfin, il y avait toute une toile autour de cette affaire, et donc on a tout escamoté. Et puis, étant donné que l'instruction avait duré un certain temps et que les Belges s'impatientaient que justice soit rendue, on a fait croire aux jurés et aux juges qu'il fallait absolument condamner Dutroux et puis qu'on continuerait l'enquête après. Quand vous devinez la suite, on a fermé l'enquête et plus rien n'a été investigué. Voilà comment Maître Magnier décrit cette réalité. Je crois, moi, que la
les vérités qu'on soupçonne sont à ce point terribles que des responsables politiques ont pu avoir peur pour la survie de l'État belge. Je crois que la personnalité de gens soupçonnés était à ce point impressionnante qu'il y avait un grand danger de désordre fondamental et d'explosion populaire. Il y a donc, de ce côté-là, un aspect raison d'État qui aura sans doute inspiré les responsables, notamment de la Cour d'appel de Liège, de classer sans suite ce dossier bis sans qu'il soit plus poursuivi. Vous savez que j'ai demandé à me constituer partie civile dans le dossier bis, ça m'a été refusé. J'ai demandé à avoir accès au dossier bis, ça m'a été refusé. Dutroux n'étant rien officiellement dans le dossier bis. Et je l'avais annoncé. C'est une interview extrêmement intéressante d'Alexandre Penas de Kairos Press que je salue, et vraiment n'hésitez pas à la regarder. Maître Magnier décrit vraiment tout le détail de l'instruction. Une surveillance de la maison de Dutroux a été conduite pendant 1 année et demie alors que tous les indices étaient là. Une fillette qui a essayé de fuir et qui a été reprise. Ça n'a jamais débouché sur rien. Tout a été enterré. Enfin, c'est absolument monstrueux. Et en lien sans aucun doute avec les armées secrètes de l'OTAN. C'est encore toute une autre histoire dans laquelle je ne m'aventurerai pas ici, mais l'OTAN et la CIA avaient prévu des réseaux dormants en Europe pour un ensemble de raisons, et qui se sont notamment livrés à des attentats sous faux drapeaux. On a tous en souvenir celui de la gare de Bologne. Donc l'idée, c'est que la CIA ou l'OTAN font exploser des bombes qui tuent des civils dans nos pays pour pouvoir justifier de menaces et passer ensuite des législations autoritaires. Et donc, voilà, il y a une interface entre l'affaire Dutroux et ces réseaux dormants, les tueurs fous du Brabant également. Et puis, vous voyez, ça va encore plus loin. Une probable implication de réseaux pédosatanistes. Voilà ce que Maître Magnier, qui n'est pas un plaisantin ou un paranoïaque qui imagine des choses, dit à ce sujet. Et quelle est votre intime conviction à propos des réseaux ? C'est qu'il y a des réseaux. C'est que Dutroux n'a pas gagné l'argent pour s'acheter 4 maisons sans avoir des clients pour les petites. Donc vous êtes persuadé qu'il y a des orgies qui se font et peut-être aussi on en parlera, des rituels plus sataniques avec des enfants assassinés dans des snuff movies. À Brassac, on va parler du réseau à Brassac, qui est un réseau satanique. Voilà, mais les témoins X en racontent beaucoup. Les témoins X ont été rangés dans le dossier bis, à mon avis. On n'en entend plus parler. Vous avez posé la question d'ailleurs pourquoi X1, Régine Louf, n'a pas été interviewée au procès d'Arlon, puisqu'on a refusé de la recevoir aussi. Alors que ses propos étaient très clairs, qu'elle était qualifiée de loufoque et de demeurer, alors qu'un psychiatre très réputé a dit qu'elle était brillante et qu'elle n'était pas du tout folle. Parfaitement. De nouveau, encore des lacunes, ou plutôt... Tellement de lacunes qu'on peut se demander s'il n'y a pas de protection, comme dit le procureur du roi. Oui, effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas des protections, mais surtout, il faut bien voir que ce thème du pédosatanisme, qui évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas l'introduction que je suis en train de vous proposer, ou qui n'a pas déjà exploré, ça apparaît vraiment comme « non, mais là, vous exagérez, ça n'est pas possible ». Mais il faut bien se rendre compte que dans la psychopathologie grave des élites qui nous gouvernent, il y a quelque chose de profondément ennemi de la nature humaine et de la dignité humaine. Et une volonté délibérée, assumée de s'en prendre à ce qui est fragile, à ce qui est pur, à ce qui est innocent. Alors parfois dans des élucubrations qui sont plutôt de l'ordre de la psychopathologie grave, il semble que Matzneff tenait toutes sortes de théories sur la Grèce antique où les adultes couchaient avec les enfants. Il y a toujours cette idée de transgresser les règles de la normalité, mais en pensant que le commun des mortels est enclos dans le normal et que les gens supérieurs et esthètes, eux, se permettent des transgressions. Mais il y a jusqu'à du satanisme
c'est-à-dire l'envie délibérée de violer, de tuer, de trucider, de massacrer, de décapiter. Il y a vraiment de la pathologie qui va jusque-là de manière absolument évidente. Et je remercie bien sûr Pierre Barnerias et toutes les survivantes qui ont témoigné dans son film, qui connaît un énorme succès, parce qu'il est remarquable, mais parce qu'il contrebalance la violence du thème avec la délicatesse avec laquelle il l'aborde. Et bien sûr, la presse tire à boulet rouge en disant encore du complotisme, les réseaux pédosatanistes, et puis quoi? Mais ce qui évidemment commence à être intéressant, c'est que tout ça est documenté, tout converge, les témoignages se ressemblent de la part de gens qui ne se connaissent pas, qui éprouvent les mêmes émotions en évoquant les mêmes scènes. Et puis, osons dire que la raison pour lesquelles ce documentaire n'est diffusé que de manière très parcimonieuse en France, c'est qu'il apparaît, oui, que l'oligarchie est impliquée jusqu'au ministère de la Justice. Alors ça, je ne sais pas, je laisse la responsabilité à l'auteur, mais en tout cas, jusqu'au sommet de l'État. Et voici le compte-rendu qu'a fait Carl Zero chez Clémence Oudiakova à Toxa Media autour du meurtre de Lola, une affaire qu'on a très rapidement et commodément évacuée comme un fait divers alors qu'il s'agit d'un crime rituel lui aussi. Et écoutons ce qu'il a à dire sur cette terrible réalité. Il y a tellement, Clémence, d'affaires de pédocriminalité où il y a des crimes rituels et où on n'en parle pas parce que ça gêne, parce qu'on n'a pas envie d'enquêter, parce que ça peut toucher à des gens importants, que moi, les bras m'en tombent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il est temps qu'on fasse une opération main propre réelle concernant ces problèmes-là dans notre pays. Mais ça fait combien d'années que je le dis? À quoi ça sert? J'ai l'impression de crier dans le désert, moi. Oui, non, mais c'est vrai. Et là, c'est cette affaire, le fait que maintenant, on est en plus... Bon, elle est passée en hôpital psychiatrique, le papa décède, dans des conditions affreuses. Il tente de remonter la pente, de retrouver sa femme, parce que tout ça en disant il faut que je remonte pour mes autres enfants. Et on se dit non, et l'affaire, elle, n'a pas. Tout ce que vous aviez révélé n'a pas avancé. C'est pour ça que je trouvais ça important de vous avoir. Ouais. Je voulais refaire un point là-dessus. Oui, c'est terrible pour cet homme il s'est remis à boire et il a fini lamentablement. Curieusement d'ailleurs, dans un des reportages qui lui était consacré, il a fait TF1 je crois et M6 et un journaliste lui posait la question mais pourquoi est-elle morte et il disait je ne peux pas le dire. Il a emporté son secret, peut-être avait-il entendu parler de ça, je ne sais pas. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, terrible affaire et merci en tout cas à Carl Zero, vous, d'avoir tout tenté pour qu'on puisse avancer un peu plus sur ces affaires. Si certains policiers nous entendent et qui veulent retravailler sur la question, ce serait pas inintéressant. Ils nous entendent. Après, il faut qu'il y ait des magistrats au-dessus qui leur donnent les ordres qui vont bien pour qu'ils aillent vraiment sur ce terrain-là. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et vous le disiez... Ils sont pas cons, les policiers. Hein. Oui, ça, j'ai... oui, c'est-à-dire que peut-être qu'eux-mêmes ont des choses à dire, mais que... Mais voilà. plein, mais ils peuvent pas. Plein. Mais ils se rendent bien compte. Vous voyez, là, vraiment, je crois pas qu'on puisse dire les choses de manière plus explicite que celle-ci. C'est là que se situe le nœud du problème. C'est une réalité, elle est en face de nous. Elle est évidemment multiple. Il faut quand même aussi mentionner que l'Ukraine, ce paradis de la liberté qui défend l'Europe contre l'ogre russe, ça a toujours été une plaque tournante du trafic d'enfants. Aujourd'hui encore, évidemment, que la société britannique est également complètement gangrénée par les réseaux pédophiles, que l'immonde Jimmy Savile, présentateur à la BBC, était un des grands amis du roi Charles III, et que ce salopard a violé plus de 500 enfants dont un de 2 ans. Et notamment, il finançait des hôpitaux ou des homes pour enfants malades ou en détresse, et la nuit, il allait dans ces lieux violer les enfants. Non mais vous imaginez. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux, Dieu sait s'ils ont été actifs dans la censure contre les complotistes, les antivax et tout ce que vous voulez, mais ils ont été d'une complaisance, d'une lâcheté, d'un laxisme vis-à-vis des réseaux pédocriminels. Et il y a eu des auditions au Congrès américain en disant qu'ils ont laissé des sites de trafic d'enfants
avoir libre cours sur leurs différentes audiences. Et évidemment que cela n'avait posé à l'époque aucun problème à M. Breton. Non, M. Breton, ce qui le dérange, c'est notre liberté d'expression. C'est le fait de pouvoir contester des dogmes stupides et dommageables. Mais les réseaux pédocriminels, ça franchement, ça va pas lui le faire réagir d'une quelconque manière. Les journalistes protègent, vous savez qu'il y a eu ce fameux Pizzagate aux États-Unis, et bien le journaliste qui a été en charge à ABC News de noyer le poisson et de dire que tout ça était une invention, a été lui-même reconnu coupable de possession de pornographie juvénile et de viol sur mineurs. Kamala Harris, qui est la nouvelle candidate démocrate, a été procureure générale de Californie. Elle n'a jamais instruit un cas ayant à voir avec des abus d'enfants ou des crimes pédocriminels. Zéro. Et ceci nous conduit bien sûr à l'affaire Epstein. 4 ans après, eh ben, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a eu plus de 2000 jeunes qui ont été, et jeunes, je parle, entre 8 et 17 ans, qui ont été violés par les soins de ce monsieur et de ceux à qui il livrait ses enfants pour être violés, et qu'il travaillait pour les services secrets américains et israéliens. Alors à droite, vous avez un compteur, le nombre de pédophiles, pédocriminels ayant violé des enfants qui ont été arrêtés à ce jour. Et puis à gauche, est-il vrai que le FBI protège les pédocriminels? Eh ben, ils ont fait des raids dans toutes les différentes demeures d'Epstein, sur l'île bien sûr, mais également le ranch du Nouveau-Mexique, l'appartement de Manhattan, confisqué les ordinateurs, les disques durs, récupéré plus de 20 000 photos et vidéos, et il n'y a pas eu la moindre arrestation. Alors, des documents ont été récemment révélés en Floride. Je vous résume, il est tard, très brièvement, l'affaire Epstein. C'est un type qui vient d'une famille de classe moyenne, qui a fait des études de mathématiques qu'il n'a pas terminées. Et puis, de fil en aiguille, en quelques années, il se retrouve à la tête d'une fortune de 600 millions de dollars, avec des propriétés somptueuses, et puis invitant chez lui, rencontrant dans la vie sociale, tous les gens qui comptent dans la société américaine, et en particulier de la côte Est. Eh ben oui. Hein. Et puis, il a un appétit sexuel déviant débridé, il a besoin de 3 relations sexuelles par jour, il ne veut que des jeunes femmes blanches, de préférence entre 14 et 17 ans, et donc il met en place tout un système de rabattage en cherchant des jeunes personnes un peu en rupture de milieu familial ou d'appartenance sociale, qui rêvent d'une vie meilleure, et en disant « je vais te présenter des gens, tu pourras faire une formation ». Et évidemment, sans qu'elles s'y attendent, il leur impose des faveurs sexuelles, soit les payant pour ça, soit les violant au besoin, et de fil en aiguille, il construit comme ça tout un business en impliquant des gens de l'extérieur, mais évidemment qu'il ne l'a pas fait tout seul, et puis avec 3 coups de semonce qui auraient dû infléchir le parcours. Le premier, c'est qu'il y a une personne qui en 96 signale au FBI, parce que sa sœur est impliquée là-dedans, et donc signale ce qui se déroule au FBI qui ne réagit pas du tout et enterre l'affaire. Et puis il y a une plainte qui aboutit en Floride au début des années 2000, mais qui va se solder par un renversement absolument abject. Le seul chef d'accusation qui sera retenu contre Epstein, c'est d'avoir sollicité les services de prostituées mineures. Hein, mais vous imaginez, le type viole, transforme en esclaves sexuels des pauvres filles paumées qui se font complètement broyer dans la perversité de la manipulation qu'il met en œuvre, et on raconte officiellement, devant le tribunal, que les jeunes prostituées sont venues solliciter ses faveurs et son argent. Enfin, c'est d'une abjection totale. Le procureur reçoit des ordres d'étouffer l'affaire. Il sera plus tard ministre du Travail de Donald Trump. Et puis finalement, Epstein est condamné à un séjour de courte durée dans une espèce de camp de vacances où il vient la nuit, la journée il est libre de faire ce qu'il veut et il continue son exploitation sexuelle, etc. Et après, il reprend son business dès qu'il est sorti. Alors, c'est ça les nouveaux documents qui ont été libérés par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.
mais qui, au fond, n'apprennent pas grand-chose de particulier. Il y a des plaintes en justice qui cheminent. Il faut reconnaître au système judiciaire américain d'avoir à certains endroits des espaces où il est possible de faire quelque chose. Et là-bas, évidemment, on y va assez fort quant aux demandes de compensation, mais par rapport à des horreurs absolues. Cette personne victime, Sarah Ransom de Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, raconte qu'elle a été violée à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 3 fois par jour par lui et ses co-conspirateurs. Et puis on ne sait pas jusqu'où ça va, parce que pour l'instant ça s'arrête à 12 ans, mais dans les images qui ont été trouvées, il y a des photos qui vont jusqu'à 6 ou 7 ans. Et puis il y a ce fameux temple, vous savez, aux couleurs d'Israël sur l'île d'Epstein, et qui, semble-t-il, a été totalement vidé, dont les couloirs ont été totalement vidés de leur contenu. Même chose pour le ranch au Nouveau-Mexique, mais on n'est pas du tout sûr qu'il n'y ait pas eu des enfants en bas âge qui aient été exploités sexuellement également à cet endroit-là. Alors, on retrouve dans les carnets et les invitations d'Epstein vraiment tout le gratin, dont Bill Clinton en particulier. Alors là, vous voyez le fameux tableau qui était dans l'appartement de New York, où on le voit dans une tenue, ma foi, fort saillante. Ghislaine Maxwell a été invitée au mariage de Chelsea Clinton. Et puis voilà comment Xavier Roffer, un criminologue français interviewé par Idriss Aberkane, décrit vraiment les entrées incroyables qu'avait Epstein, figurez-vous, à la Maison-Blanche. Rappelons en effet qu'il continuait à fréquenter le Gotha mondain new-yorkais après une première condamnation. Ça, c'est quand même un point important. Oui. Beaucoup ont dit, non mais on savait pas qui était Monsieur Epstein, on savait pas que c'était un monstre, voilà. Et comme vous dites, tu parles, puisque en fait, il avait déjà été condamné et que il avait des dossiers sur tout le monde, on va y revenir. Vous expliquez dans votre livre que Bill Clinton a dû faire une trentaine de rendez-vous avec lui, quelque chose comme ça. Il a été, en tout cas, reçu officiellement sur les registres 17 fois à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Dans le bureau du président des États-Unis. Ou même des chefs d'État étrangers n'arrivent pas à pénétrer parfois pendant tout un mandat. On se rappelle que Sarkozy avait fait des pieds et des mains pour essayer de rencontrer Barack Obama. Les Guignols de l'info en avaient fait une blague. On l'avait vu en mode Disneyland avec, vous savez, mettez la tête là, vous avez votre photo avec la tête de Barack Obama, mais c'est un faux, vous voyez, pour montrer à quel point c'était difficile. Et là, on a un type qui fait 17 rendez-vous dans le bureau ovale. Oui. Avec Ghislaine Maxwell, on les voit en train de faire la causette comme ça avec Monsieur Clinton qui est dans l'avion le Lolita Express. Le Lolita Express, on rappelle que ça avait été présenté comme une théorie du complot. Je veux quand même le rappeler. Enfin, je veux dire, on a des gens qui ont dit sur des médias soi-disant de fact-checking, qui ont dit le Lolita Express est une théorie du complot. Et oui, une théorie du complot. Bon, la femme de John McCain, cet ancien candidat à la présidence républicain, dit quand même, mais tout le monde le savait. Tout le monde le savait, absolument tout le monde était au courant. On a des témoignages qu'il y a eu des vidéos prises de Bill Clinton, de Richard Branson, voilà, de toutes sortes de gens qui rendaient visite. Et puis Elon Musk lui dit, mais bon sang, qu'est-ce qui, au monde, justifie qu'on n'ait pas encore publié la liste de ces gens? Mais on devine la réponse. C'est qu'il y a des gens comme Tony Blair, vous savez, qui est responsable du suivisme anglais dans la guerre en Irak et qui est pressenti pour succéder à Klaus Schwab au World Economic Forum. Bill Gates, bien sûr, qui avait ses habitudes, mais Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell avaient aussi leurs entrées à la cour d'Angleterre et notamment à Balmoral, qui est censé être un lieu vraiment très intime pour la royauté. Et puis on retrouve tous les responsables de toutes les grandes entreprises américaines, Google, donc YouTube, Disney, des chaînes d'hôtels, JP Morgan par les plus grandes banques d'investissement, etc. Et puis, évidemment, avec certains risques pris par les juges et les enquêteurs, donc aux îles Vierges dont il s'agit, une procureure a été licenciée dès qu'elle a commencé à enquêter sur l'implication de la banque JP Morgan. Mais parfois, ça va plus loin. Une juge américaine, elle, a vu son fils être tué à domicile par un faux livreur. Manque de bol. Bon, ça refroidit un petit peu les ardeurs à sortir les dossiers.
Et évidemment que Julian Assange nous avait averti, la vraie raison pour laquelle la FBI et la CIA ne veulent pas laisser la liste sortir, c'est parce qu'ils ne pourraient plus les faire chanter et la CIA perdrait le contrôle, l'influence qu'elle a sur les personnes importantes qui cherchent à faire chanter. Alors, Acosta, qui était le procureur de Floride devenu ministre du Travail de Trump, lui a dit très clairement, voilà, Epstein travaillait pour les services secrets. Mais il y a tout un volet passionnant. Alors là encore, il est tard et je vais aller assez vite, mais on voit que Epstein a aussi participé activement à l'histoire du Covid, figurez-vous. Il a beaucoup travaillé à prendre pied dans le milieu scientifique, et notamment en finançant les travaux de Nathan Wolf, qui est un grand virologiste, et qui notamment était en affaire avec Metabiola, c'est-à-dire des réseaux de biolabs en Ukraine dans lesquels Hunter Biden, fils de Joe Biden, avait des participations. Et puis, Wolf avait reçu des financements de Bill et Melinda Gates, Fauci, Google, le département de la Défense, la Commission européenne. Et donc, vous voyez, tout ça est lié de manière absolument saisissante. Mais le Mossad, qui pourtant est en général assez discret, a reconnu que Epstein était un de leurs agents. Un ancien responsable du Mossad l'a tout à fait admis. Ehud Barak, ancien Premier ministre, était son agent de contact. Et puis l'avocat personnel d'Epstein, un type très connu, Alan Dershowitz, est aussi celui qui a représenté Israël à la Cour pénale internationale pour défendre le pays face aux accusations de génocide. Vous voyez, tout ce monde est très très petit. Alors effectivement, l'espérance de vie est assez courte quand on est impliqué ou qu'on lutte contre ces gens-là. En France, Jean-Luc Brunel, qui était un rabatteur pour Epstein de jeune modèle, il était à la tête d'une agence de mannequins, a été retrouvé mort dans sa cellule. Et puis, selon Zoé Sagan, il y a une implication directe de la France et de l'État français autour du volet Epstein, et notamment dans sa composante française, mais pas uniquement. Et puis, vous savez sans doute que Epstein a fini par mourir de manière tout à fait inopinée, suicidé soi-disant, mais avec une autopsie qui contredit totalement cette possibilité, les marques qu'il présentait à sa mort. Alors ça, on est sûr qu'il est mort, le cadavre était absolument identifié comme le sien, mais avait des traces qui correspondaient à une mort par strangulation plutôt qu'une pendaison suicidaire. Heureusement, la presse française veille au grain. Vous voyez, l'Obs. Suicide d'Epstein, les théories du complot les plus folles et ceux qui y croivent. Ah oui, on y croive. Et puis France Info, qui est tout content maintenant de pouvoir clore le dossier en disant non, après vérification, il s'est bien suicidé, et tout en mentionnant au passage que nombre de théories complotistes avaient laissé entendre qu'il pouvait s'agir d'un assassinat. Bon, si vous écoutez l'interview de Xavier Hofer par Idriss Aberkane, ce vieux de la vieille en termes de criminologie vous dit qu'un suicide est totalement impossible, que la probabilité tend asymptotiquement vers zéro, et que le concours de circonstances ayant conduit au fait que dans la prison la plus surveillée des États-Unis, les caméras de surveillance étaient en panne, les surveillants n'aient pas fait leur ronde, le co-détenu de Epstein soit sorti ce jour-là et qu'il soit mort dans les conditions dans lesquelles il est mort, est purement et simplement impossible. Et donc ça veut dire que sur tout ce que nous avons évoqué, comme si cela ne suffisait pas, il y a des systèmes de chantage à très large échelle. On parle bien sûr d'Epstein, mais il y a également, tout récemment, l'histoire des rappeurs de Hollywood qui est sortie. Je repasse la parole à Carl Zero. C'est des systèmes. Puff Daddy, c'est exactement ça. 270 caméras dans ces villas, c'est la même chose qu'Epstein. Et là, défile un nombre de producteurs. Alors, c'est l'univers musical et du cinéma américain, l'univers des stars d'Hollywood, en vrai. Et défile tout le monde. Et après, les commanditaires de Puff Daddy tiennent tout le monde. Epstein, les commanditaires d'Epstein tiennent tout le monde. Les commanditaires d'Epstein, ce sont des États. Israël, les États-Unis. Donc, c'est un boulot. Et donc, ce truc du chantage sexuel, sexuel sur mineurs existe et existera toujours. Mais si on ne le dit pas, si on n'avertit pas les gens,
qui peuvent eux-mêmes tomber dans des pièges. Parce que ce qui se passe à des niveaux énormes comme Epstein ou à des niveaux incroyables comme Dutroux à l'époque en Belgique, se passe à des petits niveaux dans des petites villes de France avec des petits notables, mais c'est toujours les mêmes petites histoires. Et ça, qu'on vienne pas me raconter de conneries, ça existe. Et j'en ai des preuves tous les jours. Voilà, et là je remercie Carl Giraud parce qu'il nous donne la clé, vous voyez. Puisque ceci existe tout en haut de l'échelle, au sommet de nos pays et à l'international, eh bien par ricochet, vous trouvez l'équivalent à tous les différents échelons, jusqu'à l'échelon de votre municipalité. Et oui, c'est ça, vous voyez, la logique systémique. C'est-à-dire que si ça existe là et que c'est encouragé, que c'est toléré, que c'est utile, eh bien, par contre-coup, le champ est ouvert à tous les autres endroits. Alors, je fais un petit arrêt sur image pour mes amis juifs et israéliens. Effectivement, je reçois souvent des critiques en disant « j'aime tout ce que vous dites, sauf quand vous parlez d'Israël ». Mais la dérive d'Israël aujourd'hui est abominable, et je parle en tant que personne ayant aussi le souci d'Israël. Parce que le danger, c'est toujours la déshumanisation. Que vous soyez palestinien, israélien, suisse, juif, chrétien, agnostique ou athée, peu importe. L'important, c'est est-ce que vous êtes encore capable d'humanité et que vous êtes encore intéressé à voir l'autre comme un être humain, ou est-ce que vous avez basculé dans l'inhumanité? Et malheureusement, Netanyahou, qui est un psychopathe fini, qui torpille tous les espoirs de paix depuis des décennies, qui a participé activement à faire assassiner Yitzhak Rabin, est un psychopathe pervers. J'en suis désolé pour les Israéliens et les Juifs si ça les contrarie, mais je peux juste simplement pas dire l'inverse. Et bien sûr que le Hamas et Daesh et tout ce que vous voulez, on retrouve exactement le même profil de psychopathe. Donc le combat, c'est pas les uns contre les autres, c'est les humains contre les inhumains. Voilà, c'est là où ça se joue aujourd'hui. Et Netanyahou, souvenons-nous-en, a dit « nous tenons les États-Unis, nous tenons le Congrès, nous tenons le Sénat, nous tenons la presse ». Et comment croyez-vous qu'ils tiennent le Sénat, le Congrès et la presse, si ce n'est exactement par ce que nous décrivons ici? Et donc oui, je suis désolé pour mes amis juifs et israéliens, mais Israël fait violer des enfants à grande échelle pour pouvoir avoir un pouvoir, et qui se traduit par le fait que Netanyahou est invité au Congrès américain et reçoit des standing ovations pire que Kim Jong en Corée du Nord, alors que ce type devrait être en tôle pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et ça, je suis désolé, il n'y a évidemment rien d'agressif ou d'antisémite dans ce que je dis. Il s'agirait d'un Suisse ou de n'importe qui, je dirais la même chose, mais nous ne pouvons pas ne pas relever cette réalité. Et si l'ensemble de nos pays est tellement tenu par la cause sioniste psychopathologique aujourd'hui, cela a un lien direct, je m'excuse de le dire, avec ce que nous évoquons ici. Et bien sûr qu'Israël n'est pas le seul pays qui a ce genre de pratique, mais il est particulièrement doué et avancé dans ce genre de pratique. Alors, revenons vers la France pour terminer. On est face à un président, un gouvernement qui ne veulent absolument pas entendre parler de ces réalités. Et quand Pagnol propose, ils sont au cœur du sujet, donc du crime. Par contre, ça devient un danger, parce que tout ça était très caché jusqu'à aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, les choses sont en train... So there's something very sinister happening there. I actually hold the belief, and this now is just my intuition, that a lot of the world leaders have been selected and that there is a blackmail ring that has been running the world and that they put these people in positions of power because they know their secrets and they know their dirty laundry and they can manipulate them. And I think that Brigitte Macron and Emmanuel Macron are an example of that. And that extends, we know that network is real because of Epstein. You know, that was very clearly a blackmail ring against politicians being blackmailed because they're being drugged, then they do something on camera and then they have them basically controlled. So blackmail rings exist. And there are people that are in positions of power who are being blackmailed. That's a fact. And that's a reality that we have to be able to stomach and be able to face. Et c'est là où peut-être on peut effectivement mettre ensemble les différents éléments que nous avons évoqués. Alors, il se trouve par ailleurs qu'Olivier Soulier, dont nous regrettons bien sûr la disparition, j'avais une conversation avec lui, il m'avait dit s'être entretenu avec des parlementaires français qui lui avaient dit « mais tu te rends pas compte, tout le monde est tenu ». À l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou à peu près tout le monde. Ils ont des dossiers sur chacun, et quand ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour tenir quelqu'un, ils organisent des situations comme celle que vient de décrire Candace Owen. Mais évidemment qu'avec les Macron, c'est encore une autre paire de manches, étant donné que ces personnes
eh bien, dénote quand même, je me permets de le dire une nouvelle fois, des caractéristiques relativement étonnantes. Donc, on vient d'entendre ce que Candace en dit, mais je le dis aussi, Brigitte et Emmanuel Macron n'arrêtent pas de lancer des messages extraordinairement ambivalents et problématiques, alors que ce serait un jeu d'enfant pour eux de mettre définitivement terme aux rumeurs. La preuve serait tellement simple à apporter que franchement, on se demande à quel jeu ils jouent. Et puis toujours de manière assez créative, mais vraiment perverse. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage-là? Les Kwassa Kwassa, par exemple. Personne n'est parfait. Ouais. Nobody's perfect, c'est un de mes meilleurs films. Certains l'aiment chaud, je vous le conseille. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Vous ne comprenez pas, Scoop. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Et donc oui, se pose la question de mais qui est cette personne? On a découvert en cours de route, quand même, ça ne s'invente pas. Que la mère d'Emmanuel Macron a été, au sein de l'assurance maladie, la personne référente en charge de la réassignation de genre pendant plusieurs décennies. Et Xavier Poussard, avec qui je me suis entretenu, et je le salue pour la qualité de son travail, m'a fait remarquer qu'il n'y a pas non plus de photographie de Emmanuel Macron enfant en dehors de quelques clichés de classe scolaire. Là encore, absolument rien. Et donc, cette progression tout à fait étonnante qui pose question, et puis ces interpellations auxquelles on ne répond pas, et notamment celle, bien sûr, de Natacha Ray. Voilà ce qu'elle disait à Mike Borowski en 2022. En tous les cas, moi, je peux vous affirmer, et je prends de gros risques à vous dire ça, parce que c'est sûr et certain, Brigitte Macron est un transsexuel. Je vous l'affirme, je vous l'assure, et j'ai trois procès aux fesses. Donc, si je continue, si je ne reviens pas sur mes propos, si je continue d'être aussi sûre de moi, croyez-moi, c'est qu'il y a des preuves. Est-ce que vous êtes combative? Que Brigitte Macron est un transsexuel, et qu'en plus, c'est un transsexuel pédocriminel. Alors là, je vous dis, ça peut valoir un 4e procès. Et Brigitte Macron est un transsexuel pédocriminel. Voyez? Donc, quel courage, cette femme. Mais ce qui est fascinant, c'est que, en osant proférer une parole pareille, elle ouvre un boulevard à Brigitte et Emmanuel Macron pour l'attaquer, pour diffamation. Or, les attaques qui viennent en retour ne portent absolument jamais sur cette question-là, mais sont toujours, alors soit c'est du harcèlement, et Kenneth Owen en parle beaucoup en disant quand vous faites face à une accusation mensongère, vous vous défendez et c'est très facile d'apporter les preuves dans un cas comme celui-là. Mais là, c'est pas du tout ce qui se passe. On envoie les services secrets, on intimide, enfin, c'est juste complètement invraisemblable. Et puis, très récemment encore, Mike Borowski, le 22 juillet, vous voyez, ça date de peu, a donné tout un grand entretien à Natacha Ray où on entend la réalité du harcèlement. Et ça, c'est totalement inacceptable. Dans quelle démocratie, lorsque quiconque justiciable subit un tort comme une diffamation ou une atteinte à l'honneur, on met en œuvre un harcèlement et on l'attaque judiciairement sur plein de sujets, mais absolument pas celui-là. Et puis on voit en France, effectivement, cette promotion débridée d'un agenda transgenre. Ça, c'est l'extrait d'un spectacle qui a eu lieu grâce à Madame Hidalgo, en l'occurrence, dans un parc de Paris, l'été passé, voyez, devant des enfants, à une heure de grande écoute.
Et puis on est dans ce processus de destruction de la France. Il y a un très bon éditorial de Frédéric Lordon dans Le Monde diplomatique. On n'imagine pas combien le processus de destruction d'une société peut être rapide sitôt qu'elle est aux mains d'une clique où se mêlent pervers et imbéciles. C'est bien ce dans quoi on est. Et puis rappelons que c'est vraiment l'agenda mondialisé. Voilà ce que disait le premier directeur général de l'OMS. Tiens, pour parvenir à un gouvernement mondial, il est nécessaire d'éliminer de l'esprit des hommes leur individualisme, leur fidélité aux traditions familiales, le patriotisme national, les dogmes religieux, et puis bien sûr, qu'y a-t-il de mieux que de s'en prendre à l'enfance? Alors Candace, elle dit, voilà, les Jeux Olympiques et ce grand ratage qui vient de se produire a exposé en pleine lumière Brigitte Macron. Les choses sont sur le point de tomber. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas du tout ce qu'il en est du statut de genre de Madame Macron. Peut-être a-t-elle été une femme pendant toute sa vie. Mais on voit, comme je l'ai toujours dit, qu'il y a quelque chose qui travaille de manière très dure le champ collectif et qu'il y a dans le projet mis en œuvre par les Macron. Et je rappelle que tous les témoins du couple et les biographes disent que la dure dans l'histoire, c'est Brigitte. Pourtant, Emmanuel, il est fou furieux. Hein, c'est vraiment un psychopathe. Mais que dans le good cop, bad cop, Brigitte est encore pire. Et puis, nombre de personnes qui les ont rencontrées ont dit à quel point c'est malaisant. C'est un couple qui génère instantanément un énorme malaise. Donc, au moins est-il bon et sain que la question soit sur la table. Parce qu'on voit cette destruction à l'œuvre de la France, on voit cette destruction à l'œuvre de tous les repères sociétaux, on voit cette transgression systématique de l'interdit du meurtre et de l'interdit de l'inceste, hein, qu'on pense à tous ces gilets jaunes éborgnés, qu'on pense à l'euthanasie active, c'est-à-dire au meurtre des personnes âgées dans les EHPAD, qu'on pense à la stratégie actuellement pour rendre la mort accessible à tout le monde en permanence, l'avortement jusqu'au terme, enfin la marchandisation du corps, le fait de pouvoir vendre et commercialiser des produits cellulaires tirés de fœtus, la procréation grossesse assistée, où on va acheter des enfants à des mères porteuses. Enfin, on voit qu'on est dans un agenda qui, effectivement, excusez-moi, est démoniaque. Et que partout où on se tourne, on voit des défaillances systémiques majeures dans notre société par rapport à ce qui fonde toute civilisation, qui est la protection de la veuve et de l'orphelin, la protection des femmes et des enfants. Et je terminerai avec ça, parce que Candace a fait une prise de position assez somptueuse en disant qu'elle déteste, qu'elle haït la lâcheté, et que quand elle dit ça, elle pense plus particulièrement aux hommes. Parce que c'est à nous, avec notre testostérone, avec notre masse musculaire, avec notre grosse voix, avec notre force combative, de protéger les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, il est urgent que nous retrouvions en Occident un esprit chevaleresque. Un esprit chevaleresque, c'est quoi? C'est tout mettre jusqu'à sa propre vie en faveur de la protection des femmes et des enfants, et pour empêcher ce qui est destructeur, ce qui est démoniaque, ce qui est pervers, ce qui est ignoble, de s'attaquer à ce qu'il faut préserver à tout prix. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'héritage culturel, historique, mais aussi forcément religieux de l'Occident, cet Occident qui a été capable d'élever des cathédrales. On cherche à faire passer le Moyen-Âge comme une époque obscurantiste, mais allez à la Sainte-Chapelle, voir si vous êtes dans l'obscurité. Savez-vous qu'en un mois de Révolution française, il y a eu plus de morts que pendant toute l'Inquisition au long du Moyen-Âge? Voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles je me sens effectivement concerné par cette destruction de notre histoire, c'est que si nous sapons tout ce qui nous donne de la dignité et nous rend capables de nous tenir debout, regardez, autour des blasphèmes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ce sont les musulmans qui se mobilisent en disant c'est dégueulasse, c'est inacceptable, on ne peut pas porter atteinte ainsi au sacré et à la dignité et aux convictions de chacun. Mais où sommes-nous, nous, bon sang? Et bien sûr, c'est aussi le fruit
de décennies de mauvais féminisme. Il y a eu tout un bon féminisme et vous ne trouverez pas plus convaincu que dans leur dignité et ce que chacun a apporté à un homme et une femme sont à hauteur Dieu, à pied d'égalité, mais ça n'est pas pareil, ça n'est pas interchangeable. Et il y a des valeurs qui doivent urgemment être remobilisées du côté des hommes. C'est pourquoi j'en appelle à la restauration d'un esprit de chevalerie, d'un esprit de service du bien commun, et en particulier des personnes qui sont physiquement plus vulnérables. En premier, bien sûr, les enfants, les personnes âgées, les femmes, oui, elles sont plus faibles que nous sur le plan physique, elles sont plus fortes que nous à d'autres égards. Et quand on voit aux Jeux Olympiques des matchs de boxe où des hommes qui se prétendent être des femmes cognent sur des femmes, excusez-moi, il y a quelque chose, là encore, qui dépasse totalement mon seuil de tolérance. Pourtant, je crois être une personne tolérante. Mais il est fort tard, je crois qu'on a fait un tour du propriétaire. Si nous ne trouvons pas en nous, individuellement et collectivement, la ressource de mener de manière vaillante, de manière indomptable, ce combat pour protéger les personnes fragiles, les enfants, les femmes, les migrants, de la traite des êtres humains, de l'exploitation et de cette abominable criminalité, y compris satanique, alors nous aurons perdu notre âme, alors l'Occident ne sera plus qu'un champ de ruines. Est-ce ce que nous voulons pour nous-mêmes? En tout cas, en ce qui me concerne, la réponse est non. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné au long de cette longue soirée, mais je crois qu'il est essentiel de poser un certain nombre de choses sur la table, et je remercie toutes les personnes qui l'ont fait avant moi et qui le font avec moi et avec tant d'autres. Ensemble, nous avons une force énorme, à nous de ne pas fléchir, et à nous surtout de savoir où et comment nous opposer d'une manière qui ne soit absolument pas questionnable. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.